Salut, c'est Alyosha et bienvenue dans Vision. Le photographe, c'est quelqu'un qui doit faire l'aller-retour permanent entre le passé, l'avenir et le présent. Au fond, c'est presque comme une histoire d'amour qu'on vit chaque fois. Mais c'est très frustrant de se dire que maintenant la photographie devient si facile. Et vous savez, aujourd'hui, tout le monde est photographe. Cet épisode de Vision a été rendu possible grâce au soutien fidèle de PixMentor, qui est une plateforme d'activité en photographie. Que vous soyez photographe professionnel ou amateur, vous serez séduit par les expériences réunies sur PixMentor. Bienvenue et re-bienvenue sur le podcast Vision. Je suis Alyosha Boy et je vous accompagne sur chaque épisode. Alors aujourd'hui, on va lancer une nouvelle série de formats focus sur les métiers de la photographie d'aujourd'hui. Et nous parlerons plus précisément avec mon invité que je présenterai juste après, du métier d'iconographe. Alors un iconographe, c'est quoi ? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement la personne qui est chargée de trouver les visuels qui illustreront les publications papier, en ligne dans la presse, dans l'édition, dans les institutions, etc., etc. C'est un métier très intéressant et surtout indispensable qui concerne aujourd'hui tous les photographes. De toute façon, une fois que vous êtes lancé dans une carrière de photographe et que vous commencez à vouloir vendre un reportage ou une série, vous allez automatiquement être en contact direct avec des iconos. Et puis pour faire ce métier, c'est aussi être un vrai passionné ou une vraie passionnée de l'image, se tenir continuellement au courant de l'actualité et de chercher des nouveaux photographes talentueux tous les jours. Du coup, j'ai l'honneur d'être accompagné par Tess Rimbaud, qui est l'iconographe du journal Libération. Bonjour Tess. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, nous donner un petit peu ton parcours que tu as fait justement pour en être là aujourd'hui, et puis nous donner ta propre définition de ce métier. Est-ce que tu es d'accord un peu avec ce que je viens de dire ? Donc, je m'appelle Tess, j'ai 29 ans. J'ai fait des études de sciences politiques à Rennes et un master de journalisme, mais j'ai toujours été intéressée par le milieu du photojournalisme. Et donc j'ai fait tous mes stages en fait dans soit des collectifs photos, soit des rédactions comme 6 mois, qui est une grande revue sur la photographie et le photojournalisme, ou Soub, qui est un petit collectif de photographes argentins. Et en fait, je me suis lancée dans le métier, mais sans vraie formation d'iconographe, sachant qu'elle n'existe pas vraiment. Enfin, en tout cas, pas dans le parcours post-bac, elles existent, c'est des formations professionnelles. Voilà, ce qui explique que le métier est très peu connu aussi. Et donc, j'ai commencé par travailler 1 an dans une agence qui s'appelle Myop, qui est une agence de photojournalistes. Et suite à ça, j'ai été embauchée à Libération, au service photo en tant qu'icono. Sur ma définition du métier, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, je vais parler spécifiquement à ce qu'être iconographe dans un journal, parce que c'est ce que je vis au quotidien, mais c'est être en charge de l'image. Nous, à Libé, on se répartit par secteur un peu. Par exemple, moi, je suis en charge des sujets de société en France. Et mon rôle, en fait, ça va un peu être une sorte de passeur entre le photographe et le lecteur. C'est-à-dire que on doit valoriser la prod d'un photographe, en fait. Et ça va passer par le choix ou ce qu'on appelle l'editing. Il y a un photographe qu'on va envoyer en commande, il va nous ramener 50 images, et ben on va l'aider à réduire ce choix, et on va dans le journal en publier 2. Donc il faut que ce soit à la fois rendre le sujet sensible pour le lecteur et bien représenter la patte du photographe, ce qu'on essaye de faire à Libé. Et puis voilà, s'occuper de tout ce qui est légende, valorisation des sujets sur le web. On fait des diapos sur les réseaux sociaux. Voilà. Après, Libé, c'est aussi une culture particulière. En fait, on essaye de faire que la photo ne soit pas une illustration d'un article, mais vraiment qu'elle enrichisse l'article. C'est-à-dire que le photographe va pas accompagner le journaliste. Enfin, il a son propre regard, son propre œil, ce qui est un peu spécifique à Libé, en tout cas dans les quotidiens. Voilà. D'accord, c'est très intéressant. Je connaissais pas moi cette partie editing du métier d'iconographe. Ouais. C'est chouette. Et justement, maintenant que ça fait combien de temps que tu es à Libération, là, du coup ? 4 ans et demi. Ouais. Ça commence à faire assez longtemps.
Comment justement s'organise une journée un petit peu type dans la rédaction de Libération ? Ouais, ça commence à 10h avec le comité de rédaction. Après, ça commence à 10h quand Libé était à République. On a déménagé maintenant, on est à Ballard, donc les gens arrivent plus tard, etc. Donc en fait, tout le monde n'assiste pas toujours au comité de rédaction. Mais c'est un moment assez important pour le journal. C'est le moment où le rédacteur en chef, Laurent Geoffrin ou un de ses associés, s'assoit sur la table du comité avec tous les chefs de service et en fait on va discuter des sujets qui vont être dans le journal du lendemain et qu'est-ce qui va faire la une, quels sont les sujets importants dans l'actualité. Et c'est un moment assez rigolo parce que c'est un moment de débat où en plus à Libé il y a un peu une culture de l'horizontalité de la parole, on va dire, donc tout le monde a le droit d'interrompre et de donner son avis. Ça c'est au tout début de la journée. Voilà, c'est c'est 10h, on déroule le journal en fait, direct, un peu page par page, ouais voilà. Et en général, s'il n'y a pas d'actu, en fait, ce qu'on appelle l'événement, c'est les premières pages du journal, c'est-à-dire la une et les premières pages. Ça peut être des événements un peu froids sur des sujets un peu, ce qu'on appelle magazine, c'est pas des sujets dans l'actu chaude. Par contre, s'il y a plusieurs actualités le même jour, en fait, il y aura un débat entre les chefs de service pour savoir quel est le sujet le plus fort, quel est le sujet qui va prendre la une, en fait. Donc ça se décide collectivement. C'est un moment assez intéressant. Donc ça, c'est à 10h et ensuite, on refait des réunions. Il y a beaucoup de réunions dans les journaux en général. Et là, on fait des réunions, ce qu'on appelle par séquence. Donc moi, je vais faire une réunion sur mes pages, donc qui sont, je répète, les pages qui concernent la société en France. Et donc là, on va être assis à table avec tous les gens qui fabriquent le journal, en fait. Donc la maquette, un maquettiste, l'édition, c'est ceux qui vont relire, titrer les articles, corriger les fautes, le journaliste et son chef de service et un iconographe. Et là, par exemple, j'ai 2 doubles pages dans le journal et on va décider de comment on construit ces doubles pages. Est-ce que donc moi je vais parler de la photo, est-ce que j'ai un sujet qui vaut une image en grand ou est-ce que c'est plutôt narratif, donc on va faire trois photos. Si j'ai un beau sujet, je vais essayer de me battre pour que la pub qui était prévue dans mes pages, elle aille dans d'autres pages parce que je considère que les photos sont moins fortes ailleurs. Et quelle place est-ce qu'on va donner à l'article, quelle place on va donner à la photo. Donc en fait, c'est un peu un moment pas de tension, mais d'échange et même avancé, un peu de pouvoir, tu vois. Enfin, forcément, un journal où il y a de la place pour le visuel, ça veut dire que des fois, tu grignotes sur les articles. Et à Libé, on a encore la chance de pouvoir faire ça parce que c'est important de mettre le visuel en avant. Et donc ça arrive qu'on dise à un journaliste, ton papier, on va le couper parce que la prod photo, ça vaut le coup, quoi. C'est très rare, en fait, dans les journaux. Voilà, après on charcute pas les papiers, c'est pas ce que je veux dire, mais bon, et là on est au début de la journée, mais après la journée se déroule, on met les photos en page. Moi je vais lancer des commandes, ça veut dire que je vais appeler des photographes pour lancer des reportages pour les jours à venir. On archive les prods, ça veut dire qu'il faut un peu mettre les mots-clés, enfin mettre les photos propres pour qu'elles passent dans notre base de données. En fait, il y a plein de petites tâches qui appartiennent à l'iconographe et qui sont peu connues de tous, en fait. Donc c'est toi qui es en contact direct finalement avec les photographes. Nous on est vraiment le lien entre le photographe et le journal, quoi. D'accord. Et du coup, on est l'avocat du photographe aussi, parce que les photographes font pas toujours des reportages qui sont compris par les journalistes ou l'édition, donc c'est à nous de les défendre. Mais c'est une place intéressante, c'est une belle place. Et puis on avance un peu dans la journée, et finalement, à la fin, qu'est-ce qui se passe ? À la fin, c'est le bouclage, et donc en fait, il y a des pages qui sont préparées le matin, qui sont des doubles pages qu'on prépare assez rapidement dans la journée. Et il y a des formats qu'on appelle les expressos à Libé, en tout cas, qui sont des formats plus courts et qui vont réagir avec l'actualité de la journée. Donc on boucle beaucoup plus tard, donc vers 19h, et là, faut chercher des photos, mais un peu en speed, faut être réactif. D'accord. Et voilà, après, ça, c'est une journée normale. S'il y a un mort à 18h, là, c'est branle-bas de combat total. Ça arrive, mais
Et on prépare on change tout le journal, on change la une, l'événement, les journalistes écrivent, nous on fait des recherches photos. Comme Notre-Dame aussi, l'incendie de Notre-Dame. Dernièrement, il y a dû avoir une journée très intense, de journée très intense. Oui, parce que c'est arrivé tard en fait. Nous, on est assez liés. Contrairement au web où tu peux publier à n'importe quelle heure, de n'importe quelle taille, en fait, nous, notre journal, il part à l'impression à 21h. Donc en fait, à 20h, il est quasiment bouclé. Et s'il se passe un truc d'actualité à 19h, en fait, pour nous, c'est la cata, quoi. Mais comment ça s'est passé, justement? C'est intéressant, ça, pour le cas Notre-Dame, du coup. C'est quoi, t'as vite contacté des photographes qui étaient sur place? Comment ça se passe de ton côté? En fait, il y a un journaliste qui vient un peu nous voir en disant attention, il y a un incendie à Notre-Dame. Et au début, après, nous, on fait pas... c'est pas de l'actualité qui va nous faire réagir forcément tout de suite le côté incendie. Après, la Notre-Dame, on s'est mis en alerte. On a regardé un peu Twitter et puis là, on a vu que ça prenait beaucoup d'ampleur. Donc, en fait, on passe des coups de fil et là, c'est un peu le premier qui décroche, quoi. Et puis, le visuel était assez fort aussi à ce moment-là. Ouais, bien sûr. C'était symbolique, en fait. C'est des photos à pas rater, quoi. Après, là, on repousse le bouclage. Ça veut dire qu'on va appeler les imprimeries pour essayer de pousser la deadline. Le problème, c'est que tous les journaux font pareil, donc en fait c'est une négociation avec les imprimeries. Mais là je sais plus, il me semble qu'on avait poussé la deadline à 23h, un truc comme ça. Ce qui nous a permis d'avoir des photos du soir même. Bon, c'est des journées très intenses. Ouais. Au final, en temps normal on finit à 20h, il y a un boucleur qui reste jusqu'à 21h30, mais ça arrive qu'on reste plus tard et que mais en même temps c'est des moments forts, quoi. Ouais. Et justement, est-ce que tu considères que ce métier que tu fais est assez valorisé par rapport à celui de photographe, celui de journaliste dans la presse? Comment tu le ressens de ton côté, ça? Je pense que c'est un métier assez inconnu, en fait. Même quand j'appelle des gens pour prendre des rendez-vous pour des photographes, en fait, ils comprennent pas le rôle. Les gens savent même pas que ça existe, en fait. Enfin, on pense il y a le photographe, le journaliste, et qu'il n'y a pas d'intermédiaire, en fait, entre le photographe et les pages du journal qui sortent à la fin. Donc, je pense pas que ce soit un métier très valorisé. Après, on est un peu les petites mains de l'ombre, en fait. Sauf que évidemment un icono qui fait travailler un photographe et qui a pas fait une très belle série ou il a pas de la très bonne matière, donc il peut rien faire. Un icono n'est rien sans un photographe. Sauf qu'un photographe très doué peut aussi avec quelqu'un qui est pas un icono qui est pas très bon voir sa série pas du tout mise en valeur. Donc en fait c'est les deux sont très c'est des métiers frères un peu. Mais l'editing pour les photographes, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, en tout cas, surtout quand on débute. Non, mais même quand on voit 40 images et qu'en fait, il y en a qu'une dans le journal le lendemain, si c'est quelqu'un qui est pas très bon et qui a pas d'œil, ce sera pas la bonne et t'es pas fier de la publication et ça te représente pas toi et il y a ton nom en dessous, ça peut être frustrant, en fait. Donc voilà. Après, on n'est pas en mal de reconnaissance non plus, c'est pas grave, mais je sens que tu as un besoin de clamer. Mais en tout cas, le métier de photographe de presse aujourd'hui est dans une situation vraiment délicate. Il y a de plus en plus de photographes et peu arrivent à avoir un revenu régulier. Moi, je le vois parce que je suis dans un collectif aussi de Hans Lucas, qui est un collectif de photographes de presse. Est-ce que tu le ressens, toi, directement dans ton travail? Est-ce que, par exemple, il y a de plus en plus de demandes de ton côté En fait, c'est assez ironique parce qu'il y a beaucoup de photographes qui se lancent dans ce métier pour défendre des idéaux, qui sont généralement, pas toujours, mais des gens de gauche, avec une certaine éthique de travail et qui défendent des valeurs. Et en fait, ils se retrouvent dans le capitalisme et le libéralisme le plus féroce parce que c'est extrêmement précarisé comme position. Et qu'il y a trop d'offres, c'est-à-dire il y a trop de photographes par rapport à la demande qui vient des journaux, des institutions, etc. Et donc c'est un monde assez sauvage et ouais, c'est assez violent à vivre, je pense, en tant que photographe. Et nous, on est forcément un peu générateur de cette violence parce que à Libération, il y a évidemment pas de la place pour tout le monde et que chaque le budget est pas extensible, le budget est le même. Donc en fait, chaque photographe qu'on fait rentrer, c'est aussi peut-être des commandes en moins pour des photographes qui sont déjà présents au sein du journal. Enfin, c'est un équilibre à trouver.
Et ouais, je pense que c'est un métier où on a beaucoup de responsabilités face à ça. En fait, on est un peu le pôle emploi des photographes, quoi, en tant qu'icono. Et oui, la précarité. Après, moi, je travaille depuis 4 ans et demi, donc j'ai l'impression d'avoir toujours plus ou moins connu ça. Là, il y a une lettre ouverte de Matt Jacob, qui est un photographe de tendance floue, qui a été publiée hier, où il parle de ça, en fait, que le métier se précarise, qu'il y a de moins en moins d'espace pour ce qu'on appelle la photographie d'auteur. Et je suis sûre que c'est vrai. Après, nous, on avance aussi avec les limitations du budget, de l'espace, des pages qu'on a, et on essaye de faire au mieux avec ça. Mais oui, je le vois quotidiennement, la précarité des photographes, c'est terrible. Et justement, pour faire un lien un peu avec cette question, tu disais que Libération a ses photographes un petit peu attitrés, qui travaillent pour la rédaction depuis assez longtemps. Est-ce qu'il y en a vraiment depuis 10-15 ans et ils sont là depuis assez longtemps? Même depuis plus longtemps que ça. Après, il y a forcément un turnover, en fait. Enfin, aussi parce que des photographes sont souvent liés à des iconographes. Il y a des iconographes qui passent de journaux à d'autres journaux. Donc, en fait, les photographes se déplacent aussi avec ces iconos. Enfin, il y a du changement, mais après, on essaye de garder une forme de fidélité, en tout cas à certaines personnes qui bossent régulièrement à Libé, donc de continuer de leur donner du boulot, parce que c'est d'excellents photographes. Mais c'est pour ça que je pense que la seconde partie de ta question, c'est est-ce qu'on accepte des nouveaux photographes? En effet, oui. C'était bien. Pardon. Je t'ai devancé. Mais oui, avec toutes les limites que je viens de dire avant, en fait. Finalement, il y a très peu de place, si je suis honnête. On a des coups de cœur et des gens qu'on a envie de pousser. Et moi, ça m'est arrivé. Et en fait, je le fais beaucoup aussi parce que je suis la plus jeune au sein du service et que j'ai un peu... Enfin, j'aime ce rôle-là, donc je l'ai pris. Mais c'est pas fréquent de faire bosser des nouvelles personnes. Et justement, quand tu essaies de trouver des nouveaux noms, des nouveaux photographes, comment ça se passe? Comment tu réalises tes recherches, en fait, sur... Je vais pas dire que je recherche des nouveaux photographes, parce que justement, on a déjà pas assez de travail à donner à tous ces anciens qui sont là. Mais par contre, je peux avoir un coup de foudre, en fait, pour un travail ou pour un photographe, une série, une photo en particulier, et me dire cette personne-là, j'aimerais bien la faire bosser pour Libération, quoi. Ça m'est arrivé il y a pas très longtemps. L'an dernier, j'étais à Arles. Et dans le off de Arles, il y avait une photographe allemande qui était exposée, qui s'appelle Henrike Stahl, avec une super série qui s'appelle Mon Roi, faite en banlieue à Paris, où elle met en scène un peu les personnages. Je crois que c'est Gennevilliers, Saint-Denis, enfin, de manière un peu prestigieuse, enfin, avec un peu... ça s'appelle Mon Roi, donc tu vois, avec des habits ou sur un cheval, ou pour décaler un peu cette image de la banlieue. Et décontextualiser un petit peu, ouais. Ouais, c'est ça. Et Henrike, je l'ai fait travailler pour Libé. Là, elle a fait la Fashion Week, et là, elle a fait une super photo il y a pas très longtemps d'un jeune qui faisait du cheval à Montreuil, qui a été connu pour ça. Donc en fait, ça m'arrive plus souvent d'avoir un coup de foudre et du coup de faire travailler quelqu'un que de me dire aujourd'hui je vais chercher des nouveaux photographes. Mais après, je suis toujours, ça fait partie de mon métier, et en fait c'est la partie que j'aime le plus, de me tenir au courant et d'être assez attentive. Donc ça peut passer par une exposition, quelque chose qui m'a plu, un rendez-vous portfolio aussi, et une envie de faire travailler quelqu'un, ou par Instagram, en fait, ou des réseaux sociaux. Moi, j'y passe beaucoup de temps, donc je repère des boulots, je repère des séries que j'ai envie de publier, parce que c'est pas forcément faire travailler quelqu'un, mais c'est aussi le publier dans le journal, quoi, faire un diapo, essayer de publier une double page à un moment. Donc, voilà. Ça, c'est une nouvelle façon de faire aussi, j'imagine, pour les iconos, parce que les plus anciens, est-ce qu'ils passent vraiment par les réseaux sociaux aujourd'hui, ou ils ont leur méthode propre à eux? Ça se généralise, en tout cas. Après, je pense qu'au service photo, j'étais la première sur Instagram et à utiliser ces outils-là. Maintenant, pas tous, mais j'ai de plus en plus de collègues qui l'utilisent un petit peu. Mais c'est sûr que ça appartient plus à la nouvelle génération. Mais c'est pour ça, enfin, j'encouragerais personne à être sur Instagram s'il n'a pas envie d'y être, parce qu'en plus, y être sans volonté, ça se voit, et du coup, ça donne pas forcément envie. Mais
mais il y a des opportunités qui peuvent se créer grâce aux réseaux sociaux, en fait. Enfin, et c'est pas juste un mythe. Ouais, non, c'est sûr. Ouais. Et du coup, dans ta jeune carrière pour l'instant d'iconographe, est-ce que tu as un souvenir frappant, en tout cas jusqu'à maintenant? Les fêtes de l'IB. Ouais. Non, je plaisante. Mais en fait, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur le déroulé d'une journée, mais les meilleurs souvenirs, en fait, c'est quand il y a un coup de speed dans l'actualité, quoi, parce que tout le monde se mobilise et comme dans chaque boulot, en fait, il y a des moments de tension et en fait, quand on est plongé dans l'actu, tout ça disparaît et tout le monde se met à bosser ensemble très vite parce qu'il faut travailler très vite. Et c'est les moments que je préfère. Je me souviens particulièrement. Je sais pas si c'est le meilleur moment, mais c'était un moment assez marquant pour les élections américaines. Évidemment, en France, les résultats ils tombent la nuit, donc on avait tous passé la nuit. Enfin, une partie de la rédac avait passé la nuit à l'IB. On avait pris des petites couvertures et on avait fait des hot dogs dans le bâtiment. C'était marrant. J'étais avec mes potes et en fait, on était censé préparer 2 journaux, un en cas de victoire de Hillary, un en cas de victoire de Trump. Et tout le monde était tellement convaincu avec les sondages que Hillary avait gagné, que en fait le journal de Trump était pas du tout prêt ou pas du tout bossé, quoi. On avait fait des unes avec Hillary Clinton, on rigolait, on faisait des fausses unes genre avec des titres de PNL genre QLF ou enfin, c'était et en fait, à partir de 5h du mat, on a commencé à voir les sondages se renverser et ça a été un choc énorme. Et surtout, rien n'était prêt, on n'avait pas de une, les papiers n'étaient pas écrits, enfin, c'était la merde, quoi. Ouais, j'imagine, ouais. Personne n'était préparé à ça, que ce soit les Américains, les Français, les médias. Donc là, c'est branle-bas de combat total, et au final, on a fini par sortir un journal qui était assez fort, avec le titre, c'était Trumpocalypse, avec une photo en gros plan, assez horrible, mais qui fonctionnait bien. Mais ouais, ces espèces de coups de speed, c'est les meilleurs moments. Après, les moments forts à l'IB aussi, c'est quand on fait ce qu'on appelle les nécros, quand il y a des morts. C'est là aussi où on fait des beaux journaux. Enfin, c'est les journaux dont les gens se souviennent. Voilà. Et du coup, au-delà de la photographie, maintenant, de nombreux médias ont leur propre illustrateur pour des créations originales. Penses-tu qu'un jour, la photographie pourrait disparaître de la presse? Quel est ton sentiment sur ça? Ouais, je pense pas du tout, parce que la photo est partout, en fait. Et même, je pense que c'est l'inverse. Enfin, par exemple, le New York Times a supprimé les dessins de presse dernièrement, ou les dessins politiques, en tout cas. Et je pense qu'il y a plus de danger sur les illustrateurs, finalement, que sur les photographes. Et que c'est plutôt eux qu'il faut défendre. En tout cas, dans ce que le dessin, peut-être la caricature, à l'ancienne, quoi. Des illustrateurs plus contemporains fonctionnent très bien, mais la caricature politique, c'est un monde qui est en train de s'effondrer complètement. Et ça, je trouve ça assez triste. Mais non, je pense pas que la photo puisse disparaître avec la montée des illustrateurs. Bon, bah super. On va finir sur une petite question un peu plus générale. Ton top 3, justement, toi qui es toujours à la recherche de nouveaux photographes, ton top 3 des photographes en devenir, en tout cas ceux que tu as repérés dernièrement. Alors là, j'en ai écrit 10, donc je vais en prendre 3 au pif. Ok. Promis. Mais je prends des jeunes un peu, je prends pas les grands, mais... Ouais, bah, tu nous as parlé de cette photographe, en tout cas, que tu avais Enrique vu, Stahl, oui, voilà. Oui. Bah, Enrique, typiquement, j'adore sa photographie, et ce qu'elle fait pour l'IB, c'est assez fort. Et elle vient, en fait, plus du milieu de la mode, mais elle arrive à amener quelque chose de très documentaire, en fait, ce qui est assez fort. Et c'est ces espèces de mélanges que j'aime bien. Et d'autres photographes un peu dans ce style-là, plus dans le mélange peut-être documentaire et mode, c'est un couple qui s'appelle Julia et Vincent. Ils travaillent toujours ensemble. Et en fait, ils ont une écriture pop hyper contemporaine, un peu bling-bling, mais complètement second degré, qui est assez drôle. Et je les ai toujours suivis un peu de loin quand ils étaient au Gobelin, tout jeunes. Et alors, il y a un an
2 ans, il y a 1 an je crois. Ils ont fait une série qui s'appelle Le Grand Est, où ils ont appliqué un peu tout ce qu'ils avaient appris dans la photographie de mode à la photographie documentaire. En fait, ils sont partis, ils viennent tous les deux de l'Est. Et ils ont photographié l'Alsace, en fait, mais à la manière de photographe de mode, quoi. Donc, Julia, elle a photographié sa mamie qui s'appelle Mémé Marlise dans les champs avec une espèce de robe violette, complètement magnifique. Après, ils ont fait, par exemple, des bières dans un studio en noir et blanc. Enfin, c'est assez drôle. C'est assez novateur aussi dans la démarche. Ouais, c'est ça. Et puis, le mélange est drôle, en fait. Enfin, c'est ce qu'on essaye de faire à Libé souvent, c'est de décaler, d'envoyer des reporters faire la Fashion Week et de faire bosser des photographes de mode sur des sujets plus sociétaux. C'est les pas de côté qu'on aime bien. Et du coup, un troisième, là, tu nous Un as cité troisième. que 2. Un troisième, bon, j'en prends au pif. Enfin, au pif, non, c'est un que j'aime bien aussi, mais c'est un photographe qui s'appelle Sam Stoish, qui est un Américain, et qui a été diagnostiqué avec le VIH très jeune. Et depuis qu'il a été diagnostiqué, en fait, il prend tout en photo dans des univers rouges, en fait. Enfin, il peint un peu son affliction, qui est sa maladie, sur ses modèles, sur son environnement. Et c'est une démarche très radicale et assez violente, mais assez forte. Et ça m'a fait un choc, tu vois, ce qui est la base d'une photographie réussie. Je sais pas, je l'ai découvert il y a 6 mois, donc... Sam Stoish, oui. Ouais, c'est intéressant. En tout cas, on mettra les liens vers les portfolios justement des photographes dont tu avais parlé. Ouais. Juste en dessous du podcast. En tout cas, merci Tess pour ce focus, c'était très intéressant. Avec plaisir. Est-ce que tu as un dernier mot pour finir ? Oui, en fait, je voulais un peu revenir sur la petite conversation qu'on a eue tout à l'heure sur la précarité. J'ai pas eu le temps de parler des solutions et c'est pas la panacée, mais en fait, il faut vraiment, il y a des syndicats qui existent pour les photographes et des organismes pour les défendre, et en fait, il faut les rejoindre et il faut s'unir, parce que c'est le seul moyen un peu de lutter contre certains médias, certaines institutions qui peuvent être abusifs, et ça me paraît très important. Voilà. Bon, super. Du coup, pour finir, je t'ai demandé de choisir 4 photographies et d'en parler brièvement. Tu vas nous en parler sur le compte Instagram du podcast, @podcastvision, que vous pouvez retrouver d'ici quelques jours. Merci en tout cas, et à très vite pour un nouvel épisode. Merci à toi.